qu'on peut peut-être aborder pour les besoins. Tu sais, il y en a, si vous avez besoin d'un diagnostic, genre pyramide des âges. Je vais vous poser ces questions-là. Et ben, on a un fichier qui est prêt par rapport à ce que je vais présenter en. Ça fait partie des questions. Bon, je vais reprendre. Ce que j'avais mis en présentation. Précisément, donc le. C'était quand? C'était en novembre. Oui, on pourra se ce dont je veux parler. On pourra se transmettre par mail, hein, éventuellement. Bon, comme là, on va faire juste un temps assez limité. Et après, s'il y a des questions, on peut poser. Bon, déjà, sur le plan de mes référents, il n'y a pas d'ambiguïté. Mon référent principal, c'est M. Provost, donc responsable hygiène, sécurité, environnement. Voilà. Ensuite, vous dépendez donc tous les deux de M. Valère. Donc, on a un service sécurité environnement. Service sécurité environnement. Donc Solène est rattachée à... Solène, infirmière du travail, rattachée au service. Hein. Oui, et avec un CARIS qui fait le rôle d'agent environnement, donc la collecte des déchets, etc. Donc on est trois, on va dire, dans le service. Et on est, la sécurité et l'environnement est rattaché à la direction des ressources humaines. D'accord. Et donc on est rattaché à Pascal Valère pour la partie, on va dire, opérationnelle. Oui. Et il y a Corinne Gégaud pour la partie internationale. On a vu la pièce détachée, il y a quoi d'autre? Les échantillons. Les agences, on va dire tout ce qui va être tourné autour de la production. D'accord. En fait, il y a deux responsables ressources humaines. Et vous avez vous-même un référent national ou international sur les questions d'hygiène sécurité? Alors non, on va avoir au niveau de la direction du groupe aux États-Unis un directeur EHS. Qui vient à l'inspection, qui vient en visite en gros une fois par an. D'accord. Qui donne quelques directives, mais c'est vraiment très... On doit le reporter. On lui fait beaucoup de reporting. D'accord. Vous vous rendez compte de ça, mais par contre, en directives précises, en conseils, etc., vous avez... Très peu. D'accord. Donc on revient sur quelques fondamentaux de l'usine ici. Donc l'usine ici, c'est combien de CDI? 400, voilà, exactement, je ne pourrais pas dire, mais 450. Oui, à peu près, hein, d'accord. 450 CDI. Donc normalement un fonctionnement de 8. Oui. Sauf des semaines comme ça, techniquement un peu plus creuses, où vous pouvez passer en 1-8. Et jamais en 3-8. Ça peut arriver. D'accord. Ça peut arriver en 3-8 quand on a vraiment des forts volumes de production. D'accord. On a une petite équipe au mobilier qui travaille enfin un petit secteur au mobilier qui travaille en 3-8, mais par exemple la nuit ils sont 2-3. Au débit justement. Pour faire de la préparation des lits, pour anticiper sur de... Voilà, c'est au débit, d'accord, je pense. Pour préparer les pièces, qui vont la journée. Qui vont être assemblées dans la journée. Les machines ne vont peut-être pas assez vite. D'accord, là il faut qu'il y ait une équipe qui tourne. Et peut-être à préciser, quand il y a une grosse activité, on travaille avec beaucoup d'intérimaires. D'accord. Donc 450 environ CDI, et vous pouvez monter à combien d'intérimaires en charge maximum? Déjà eu 180. 180 intérimaires, ça peut jusque-là, quoi. D'accord. 180 Selon le carrément. Je dirais une petite centaine. Ouais. Bah, on a eu des très forts jusqu'à 180. Mais là, je veux dire... une centaine en moyenne. Je demandais le pic, hein, je demandais le maxi. Hein. Ouais, oui, effectivement, on a eu jusqu'à 150, 180 intérimaires. Mais en général, là, ça va être... Donc ici, la production, c'est lit, siège, mobilier. Tout ce qu'on trouve dans une chambre d'hôpital. Voilà. Avec des choses qui vont carrément des premières pièces, notamment pour tout ce qui est mobilier, origine bois, où là, carrément vous façonnez, vous coupez, vous traitez, vous vernissez, vous assemblez. Oui. Et puis, là c'est pour la partie mobilier contenant. Et puis sur la partie lit, où vous pouvez avoir des soit des pièces détachées, soit des sous-ensembles qui viennent. On peut avoir des pièces qui arrivent, qui sont soudées, on n'a plus qu'à les peindre. On a certaines pièces qui arrivent où c'est des plats, des tubes, il faut les usiner, les cintrer, les percer, les souder et ensuite les peindre. Donc on a encore une petite activité d'usinage métal. D'accord, ce qu'on a vu là en passant. Mais qui a tendance à diminuer. Là pour les aspects production, sur les aspects sociaux, donc on a vu l'effectif. En temps plein, temps partiel, est-ce que vous avez un ratio à peu près là-dessus? Je ne peux pas avoir de chiffres moi, mais... Vous avez une majorité de temps plein? Ah oui, une grosse majorité de temps plein. Homme-femme, le ratio ce serait quoi? Je sais pas ça. Vous êtes sur du 70-30, 50-50 je ne sais pas vous dire. Okay. Ça m'intéressera, je prendrai. Hein, d'accord. Comme ça, au feeling, vous diriez combien? Ce serait intéressant de comparer avec les chiffres que vous allez m'envoyer.
Vous diriez combien, Philippe? 70-30. Mais on parle de tout. Oui, hors intérimaire. Hors intérimaire, sur les CDI. On parle du CDI. site, on ne parle pas de la prod. Parce que souvent. Ah non, oui, c'est ça, vous avez mis un peu les bureaux. Oui, d'accord. Oui, d'accord. Parce que les risques sont là. Et tout à fait. Du coup, toute la partie commerciale, administrative, etc., vous ne la voyez pas. Oui, on a la R&D aussi. D'accord. Donc c'est vrai qu'on a quand même pas mal de hors prod. Recherche et développement, c'est ici, quoi. Oui. D'accord. Ok. Donc, 70-30 moi je dirais ça. En tenant compte de cette partie administrative, recherche, développement, commercial, 60-40 à ce moment-là. Ouais. Allez, on fait le pari, puis on verra bien ce qui retombera sur les informations. D'accord, ok, ça marche. En termes de pyramide des âges, on l'a vu, donc on est à 43 ans. Mais je l'ai dans ma présentation. Alors c'est laquelle déjà? L'ergonomie, non ça pourra suivre par mail, ça. Hein. On est là, je suis dans une approche. Hein. Après, de toute façon, l'intervenant, lui, vous demandera des choses précises. Il vous demandera grosso modo le DURP, les derniers comptes rendus de CHSCT. Il vous demandera effectivement les stats sociales, le bilan social de l'année année, grosso modo. Voilà, il vous demandera tout ça. Donc moi, je suis vraiment sur une première approche pour avoir une culture générale de l'entreprise. Hein. On est d'accord. Dans cette approche générale, comme ça, en taux de fréquence et de gravité, vous vous situez où à peu près? On est à Là, il va savoir précisément. J'ai regardé ce matin. En taux de fréquence? C'est ce que j'ai fait hier, quoi. Non, pour l'année 2009, oui, c'est ça. 6,3 en taux de fréquence et 0,2 en gravité. Et 0,2 en taux de gravité, d'accord. En tableau 57, vous seriez à combien en déclaration? 57 plus 98 éventuellement, quoi. 8. Hein, 8. 8 MP. Oui, 8 MP, 57, et éventuellement 1 ou 2, 98. Oui, 1 ou 2, oui, tout à fait. D'accord. Ok. Voilà. Et en prévalence des motifs de consultation, de passage à l'infirmerie, est-ce que c'est vraiment les TMS qui dominent? Vous avez aussi de la coupure, j'imagine, vous avez aussi du petit accident, etc. En fait, je ne vais pas vous répondre. Oui, d'accord. Je me tromperai. Ouais. Je ne fais pas trop de... Je n'exploite pas trop. Oui, le cahier n'est pas forcément exploité statistiquement. D'accord, ok. Voilà le fond. Ok. Dans l'historique de la demande, donc ce qui a déjà été fait, on l'a vu, il y a déjà eu des démarches ergonomiques dans plusieurs ateliers, avec différents partenaires. Vous avez travaillé avec la CRA, vous avez travaillé avec la MIEM, avec différents financements. Vous avez utilisé la méthode OCHA pour le diagnostic. Vous avez des financements AGFIP, donc avec une présence de TH. Hein, voilà. Donc vous avez quand même une expérience. J'ai une formation aussi avec la CRAM, la mise en place d'une démarche ergonomique dans l'entreprise. D'accord. Formation ergonomique. C'est vraiment une formation de base. Hein, d'accord. En place un projet. Dans l'initiation, on l'a vu, vous avez depuis un certain temps des petites initiations sur des thématiques, gestes et postures, produits dangereux, etc. Ouais. Est-ce qu'en dehors de ça, vous aviez eu un moment ou un autre dans l'usine des moniteurs de type PRAP ou autre, vous-même peut-être? Non, vous n'avez pas mis en place de formation de ce type-là. Par contre, il y a toujours eu de la formation, de l'information en sécurité ou en environnement. Soit des modules de 15 minutes, des fois des modules plus longs. D'accord, la sensibilisation, de l'information. Ouais. C'était 1 heure ou 2 heures. Ouais, c'était ça. C'était plus long, quoi. Par rapport à il y a peut-être 4-5 ans, c'était 1 heure, et puis voilà, sur l'année. Là maintenant, c'est réparti en plus petits modules sur... Et les thèmes, c'était gestes et postures. Oh non, ça pouvait être le bruit, ça pouvait être tous les risques. Risques chimiques, l'incendie. Les Les déchets, la grippe A. D'accord. Ah oui, tu reparles des modules courts là. Les modules courts, d'accord. Oui, mais antérieurement, vous sensibilisez d'autres aussi. Ah ouais, tout ça. Ah ouais, d'accord. Manutention des charges, etc. On a fait manutention. Manutention mécanique, manutention manuelle. D'accord. Là, qu'est-ce qui est le déclencheur, en dehors de l'aspect événementiel, où on voit un article sur le journal avec une notion que dans le BTP se font des choses autour de la personne, de type échauffement, etc. Mais c'est pas ça, j'imagine, le déclencheur, c'est juste le déclencheur de l'organisme, du prestataire, ça. Quel est le déclencheur stratégiquement du fait de dire, tiens, on va peut-être faire une formation? L'îlot prémontage qui a déclenché. Ouais, le déclencheur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les problèmes d'organisation de production sur un secteur où on avait beaucoup de personnes à contrainte médicale qui nous ont amenés à... Parce que historiquement, le médecin avait tendance à mettre des personnes avec des contraintes médicales dans ce secteur, parce que c'était le secteur, on va dire, le moins contraignant. C'est un secteur qui arrivait à saturation, avec difficulté d'organisation de prod. Donc on a commencé à travailler sur l'identification d'autres postes à contrainte modérée sur la globalité de l'usine.
le travail qu'a fait Solène et le médecin du travail. On continue à faire en Et fait. qu'elle fait encore cette année. C'est identifier des postes à contrainte modérée pour les membres supérieurs. Avec nos critères un peu, en fait, c'est difficile c'est des critères très... Le bon sens, on va dire. Qui ont été établis avec le médecin. Le médecin, c'est le docteur Wagner, le médecin de l'avenir. Et c'est les postes, par exemple, où il n'y a pas besoin d'aller chercher au-dessus. Voilà, les angles de confort, les postes voilà, où il n'y a pas de port de charge. Pas de port de charge, pas d'ouverture des angles angulaires raisonnables dans le poste recommandé. Possibilité de stock tampon, d'avoir une certaine autonomie dans le poste. D'accord. Voilà. Et aussi, en se servant aussi de l'expérience, de dire, bah tiens, telle personne qui a des contraintes au niveau des épaules, il nous dit qu'il ne peut pas aller là. Donc on se dit, non, ce poste-là, il est difficile. D'accord. Voilà. Et vous faites aussi confiance au retour des opérateurs. Un des critères, c'est le retour des opérateurs. Tout à fait. Oui. À condition, il y en a plusieurs, par évidemment. Si vous avez un poste qui est décrit par une personne seulement comme un risque, c'est pas forcément le critère, mais si un poste est reconnu par l'ensemble des opérateurs comme un poste difficile, vous vous en tenez compte, même si comme ça l'observation ça saute pas la figure. Donc en fait on a un fichier qui est mis à jour petit à petit pour vraiment voir l'ensemble des postes et dire en vert les postes qui sont ok et les autres qui sont difficiles. Voilà. Et donc là l'idée de dire après tout, une autre solution ça pourrait être d'intervenir sur la formation des individus et d'emmener des outils complémentaires à ça. Et l'autre déclencheur c'est aussi la difficulté. Quelqu'un qui est en arrêt, qui revient avec des restrictions, où on le met. Là, on a quelqu'un qui va revenir, là, on va pouvoir trouver un poste assis debout, je ne sais pas où, je sais pas, là, aujourd'hui, on va le mettre. C'est des choses comme ça. Bon, après, sur des questions très spécifiques, c'est la méthode... La méthode REM va peut-être pas nous apporter toutes ces solutions-là. Non, on va en reparler, mais effectivement, on est d'accord que c'est complémentaire. Voilà. Plus aussi la pyramide des âges qui nous fait dire que... il y a à anticiper réellement en prévention et en outil personnel. Et puis le nombre de maladies professionnelles qui quand même on voit en fait aujourd'hui ce qui en termes de... Parce que finalement, ce qui nous coûte cher, on est une entreprise aussi, donc c'est clair. La réduire les risques par rapport au taux de cotisation. Ce qui nous coûte cher, c'est plus les accidents, c'est les maladies professionnelles. C'est les MP, quand vous évaluez le coût social de tout ça, c'est les MP qui coûtent plus cher que les AT, quoi. MP en croissance. Dans le plan de la chaîne de décision, donc ce projet a été évoqué sans être nommé, pour l'instant il n'a pas un nom de code, c'est pas le projet formation individuelle, c'est pas le projet TMS, ça reste une idée, et il en est au stade où ça a été évoqué dans le plan d'action 2010, et que le comité de direction l'a listé, quoi. Alors ça fait partie des... on va dire, on a un pavé TMS sur notre plan de progrès, sécurité, environnement. Cette partie-là, de REM ou autre, c'est un des compléments à l'ensemble des actions qu'on fait liées au TMS. Il a été discuté avec Pascal Baller. Il a commencé à être remonté au niveau de la direction. D'accord, du comité de direction. Ouais. Et le comité de direction, et notamment le directeur du site, est très moteur sur le sujet. Notamment, on a déjà fait quand même quelques réunions sur l'état d'avancement de notre évaluation des postes à contrainte modérée. Il est assez acteur et moteur sur le sujet. D'accord. Donc je pense que le projet REM, quand on va lui avoir expliqué, etc., il va, je pense, adhérer. Donc voilà, aujourd'hui on en a discuté entre nous. Ah oui, il y a quand même eu une présentation au comité de direction. Il y a plusieurs agents de direction, dont le directeur de site, qui a priori est favorable. Et bon, après, il faut concrétiser. Oui. Donc demain on va en discuter un petit peu en CHS, mais juste sans citer le projet précisément. L'idée, on va dire. L'idée va être présentée en CHSCT. Comité de direction, donc la semaine prochaine, là où on va vraiment, je pense, entériner définitivement d'où le fait que le projet chiffré soit produit pour cette date-là. Et puis on visualisera le film. Très bien. Et puis derrière... Donc vous allez visualiser le film Plastic Omnium là, en comité de direction. La semaine prochaine, d'accord. Ouais. Et après, une fois qu'on l'aura validé et tout, on aura d'autres sessions certainement. Tout à fait. Donc de l'intérêt de produire le produit chiffré avant cette date butoir en quelque sorte du 12. Oui. Ok, voilà pour le contexte, on va dire, décisionnel. Pour le contexte social, en dehors du fait que ça a été déjà, ça va être présenté à CHSCT, vous connaissant
vos ouailles, connaissant un peu la culture sociale de l'entreprise et des partenaires sociaux, est-ce que vous pensez qu'avec une bonne explication de texte, c'est un projet qui va passer auprès des partenaires sociaux? Oui, je pense. On travaille beaucoup en collaboration avec le CHSCT. On les intègre beaucoup dans les différents projets qu'on peut être amené à faire. D'accord. L'évaluation des risques, toutes les analyses d'accidents, ils participent. Tout ce qui peut avoir un impact sur les conditions de travail, ils sont impactés. On demande leur avis et on les intègre assez tôt dans nos différentes démarches. Donc, en dehors même du cadre officiel du CHSCT. Ça veut dire que les délégués CHSCT peuvent être amenés à participer à des réunions de travail, peuvent être amenés à être associés. Si vous faites une enquête sur un accident, ils vont sur le terrain avec vous, ils sont dégagés, etc. Et on a, je dirais, on a un CHSCT tous les mois. D'accord, oui, donc très bien. Une fois sur le terrain, une fois sur le terrain, une fois un CHSCT par mois, systématiquement avec une alternance, réunion et visite sur terrain. Ouais. Donc ils sont beaucoup intégrés. Donc même si c'est une grande maison, je pense que le projet devrait les séduire, entre guillemets, parce qu'il va dans le bon sens. Surtout s'agissant d'un projet de test, quoi. Oui. C'est bien présenté, comme c'est pas une imposition et une multiplication, on teste le projet. Ok. Donc, je suis assez confiant là-dessus. Là où je dirais qu'il faut bien présenter les choses aussi, je vais vous dire, il ne faut pas non plus se dire, je pense que si un opérateur, enfin si une personne est formée à la méthode REM, on n'attend pas de lui non plus quoi que ce soit. Il n'y a pas à le mettre en chantage en lui disant maintenant que tu es formé, tu ne dois plus avoir... Parce que c'est peut-être une question qui peut venir de leur part. C'est noté dans le film, à un moment donné, il y a une réplique là-dessus, et qui dit effectivement, c'est une méthode qui fait participer, donc il y a un engagement, sans faire porter la totalité de la responsabilité sur le salarié. C'est même dans le credo de la méthode, on vous fera passer les documents qui avaient déjà été envoyés à M. Provost, mais dans le credo de la méthode, voilà, c'est bien ce qui est décrit, cette notion, allez-y, cette notion, voilà, que impliquer les partenaires sociaux et les opérateurs sans leur faire porter la totalité de la responsabilité des on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Parce que c'est ça qui va... Bien sûr, hein, la première réflexion, ça pourrait être... Et d'ailleurs, moi aussi, hein, ça m'a... Si je la pose une question, c'est... Ok, moi ce que je propose, c'est qu'éventuellement, en l'absence de Ronald, on voit l'aspect qui vous concerne vous plus, qui est l'aspect de l'interface paramédicale. C'est effectivement une des particularités de la méthode qui vous concerne en tant qu'infirmière, c'est qu'elle comporte un bilan individuel. Donc ce bilan est un bilan des TMS, comme pourrait le faire un kiné en prise en charge clinique. Il est basé sur un certain nombre de repérages, anamnèse, recherche clinique, recherche de limitation, recherche de... Alors, on est vraiment en prévention, c'est-à-dire que, évidemment, que passeront entre nos mains des gens qui ont déjà... Voilà. C'est pas le souhait qu'il y en ait plus que ça, c'est pas le souhait qu'ils soient à la formation uniquement parce qu'ils ont déclaré un TMS ou qu'ils sont en risque de déclaration de TMS. La principale motivation, c'est que les gens soient volontaires. Donc on va parler tout à l'heure de la conférence, quand Ronald sera revenu, et c'est évident que la phase essentielle, c'est cette conférence. Mais le bilan, malgré tout, est une étape obligée. On a évolué sur le bilan, on a commencé à faire un bilan, d'ailleurs dans le film on voit comme ça, non, dans le film il est habillé. On a commencé par faire des bilans classiques, sous-vêtements, etc. Aujourd'hui on tient compte du contexte professionnel, et on fait un bilan qui est quasiment en tenue de travail, voilà, ce qui ne nous empêche pas cliniquement d'observer les choses, de tester les limites, de voir un peu quelles sont les articulations, les groupes musculaires déficients, mais on reste dans le contexte professionnel. Voilà. Mais bon, c'est important. Alors, ce bilan, souvent la question de l'équipe médico-paramédicale, médecin du travail et infirmière, donc j'anticipe, ce sera intéressant, est-ce qu'on pourrait le récupérer? Parce que ça permettrait de confronter un avis extérieur spécialisé, puisqu'on est tous des kinés spécialisés dans la prévention des TMS, avec notre propre suivi médical. Sur le principe, nous, on y était plutôt favorable. Quand on a interrogé de près les services concernés, notamment la direction du travail, on nous a bien redit que c'est confidentiel. Donc, grosso modo, nous, maintenant, les choses sont simples. On s'en sert pendant le bilan, on s'en sert pendant les 4 demi-heures de formation que je vais vous expliquer. Et après, on le remet au salarié en main propre. Non, il n'y a aucune copie de ça. Voilà, ça, c'est maintenant ton bilan. Voilà. Et on lui dit, ton intérêt... c'est effectivement, si tu es concerné par ces questions de TMS au-delà de la prévention, peut-être d'en parler avec ton médecin traitant et avec le médecin du travail, puisque ce genre de bilan, il faudrait, quand on y ajoute des observations qu'on fait en cours de formation, il faudrait 1h30, 2h pour le faire, et on a rarement l'occasion d'avoir 1h30, 2h consacrée à ça. Donc c'est une chance, effectivement, de pouvoir avoir un bilan aussi poussé là-dessus.
Je faisais un aparté sur le bilan parce que ça concerne moins l'aspect sécurité, donc ça me paraissait intéressant qu'on l'évoque. Ça y est, c'est votre prénom que j'ai perdu. Ronald. Non. Avec Solène, voilà. Alors, l'autre chose aussi, on a régulièrement évoqué avec des collègues infirmières du travail sur les sites, c'est est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une transmission de savoir-faire par rapport à ça? Parce que nous, on est amenés à recevoir à l'infirmerie régulièrement des gens qui sont... Alors ça, c'est possible. Ça ne peut pas se faire sur le temps du bilan lui-même, parce que les salariés n'ont pas forcément toujours, les opérateurs, l'envie que le bilan se passe en présence de l'infirmière. Je dirais que ça dépend d'un site à l'autre, de ce qui s'est installé comme genre de relation. Mais en tout cas, oui, il y a une transmission qui est possible d'une partie des tests, etc. pour que parce que cette temps de formation soit aussi un temps de formation pour les acteurs internes que vous êtes. Bon, on avait sauté une étape, je reviens sur la méthode. Maintenant, je pense qu'on peut dérouler le film. Donc, 4 étapes incontournables, en dehors de cette visite de présentation et puis de ce qui va se passer, que vous allez reproduire en interne, vous, sur vos instances. Le CHSCT, ça on ne délègue pas. Autant on vous fait confiance pour présenter les choses en comité de direction, comité d'encadrement, etc. La seule chose qu'on veut vérifier de nos yeux vérifier, c'est le regard des délégués et du médecin du travail, etc. Donc la présentation en CHSCT, à un moment donné, on la fera. Ça c'est vraiment, on a un support pour ça. Du coup j'ai arrêté l'ordinateur, c'est un support de diaporama qui est très bien fait et qui permet de simplement présenter les enjeux de la méthode, son descriptif, ses attentes. Voilà. Donc ça, c'est nous qui le ferons. Durée 3 quarts d'heure, 1 heure. Le temps aussi d'un petit débat éventuellement, de questions. On a toujours des questions précises, des délégués sociaux, etc. Celles que vous avez citées. Est-ce que ça rendra les opérateurs formés responsables des TMS qu'ils ont, etc. etc. Est-ce que le bilan sera confidentiel? On a toujours les mêmes questions. Et c'est important que ce soit le kiné intervenant qui réponde personnellement à ces questions, les yeux dans les yeux, pour amener de la confiance. Première étape. Deuxième étape, cibler l'espace d'ouverture, l'espace d'application du groupe test. Là, on a évoqué des ateliers, etc. Moi, je suis plutôt partisan d'une ouverture peut-être un peu plus large, etc. Moi aussi, je pense. Voilà, à vous d'en convaincre votre responsable. 1 ou 2 conférences. Si vous êtes en 2-8, des fois, c'est intéressant d'en faire 2. Parce que ça permet là aussi de ne pas privilégier un 8 plutôt qu'un autre. Si on décide qu'on fait ça en semaine 27, je dis une bêtise, le fait de la fête... ou alors on fait la conférence à la césure entre 2-8, ça se fait souvent dans les sites de production. Les gens qui sont concernés, leur manager les laisse partir une demi-heure plus tôt, et ceux qui sont concernés une demi-heure plus tôt, plus tard de la reprise, ça nous fait une période d'1 heure de battement, pendant laquelle on peut caser cette réunion d'information. On l'appelle conférence, mais c'est vrai que c'est plus une réunion d'information. À 12h30. Voilà, exactement, 12h30, 1h30. Ça permet de concerner les 2-8. Et là, la conférence elle-même, du coup, là par contre, vous avez la main. Vous pouvez décider dans la conférence de repérer 2 ou 3 ateliers, puis d'inviter... Et la conférence, c'est nous qui l'animons. Mais là, vous la faites cette conférence à qui, en fait? Aux opérateurs qui, éventuellement, vont s'inscrire à la formation. Nous, on veut avoir vu les yeux dans les yeux les gens qui, éventuellement, vont s'inscrire à la formation. En amont, nous, il faut qu'on fasse l'appel au volontariat. Tout à fait. On a à vos dispositions des affiches, des visuels, etc. Pour promouvoir, tout est déjà prêt, voilà, les gens se retrouvent avec une affiche qui les prévient qu'il y a une conférence qui va avoir lieu à tel endroit, etc. Voilà. Et à ce moment-là, ils viennent à la conférence, vous ciblez, vous, le public aussi. Et nous, on leur explique ce qu'est la méthode. Il y a une première information, sensibilisation. Et on leur explique les fondamentaux, vous aurez un bilan, c'est au volontariat. Vous aurez même, pour vérifier que c'est au volontariat, parce qu'on tient beaucoup à cette étape-là, vous aurez même une fiche d'inscription individuelle à remplir. Je, un tel, ayant assisté à la conférence, m'inscris, oui, non, au volontariat, sans aucune pression, le A. Et éventuellement même... ça donne un contrat. Tout ça, le but, c'est que les gens qui viennent, ils ne nous disent pas au bout de 2 demi-séances, vous savez... Moi, je suis là parce qu'on m'a dit d'être là. Je ne suis pas plus intéressé que ça. Et j'ai pas envie de faire les choses que vous demandez de faire. Et j'ai pas envie de me remettre en question. Et j'ai pas envie de faire mes mouvements. Et j'ai pas envie de vous dire ce que j'ai. Voilà. Alors, ça, c'est l'échec. À la conférence, on a 100 personnes, il y en a 50 qui sont. Non, c'est à vous de cibler. Vous connaissez le nombre de personnes par 8 et par atelier. Donc, admettons que vous décidez que vous ciblez 2 ateliers, par exemple, pour le groupe d'essai. Et puis vous avez 2-8. Vous voyez au maximum combien il y a de personnes qui peuvent être à la conférence. Et de toute façon, par rapport à ça, le deal est très simple. On explique aux gens, voilà, vous avez assisté à la conférence. Vous ne prenez aucune décision maintenant. Vous avez chez M. Provost, ou chez l'infirmière, ou aux ressources humaines, un fichier qui vous attend, ou auprès de votre manager, c'est souvent les 1, l'inscription se fait souvent auprès des managers. Si vous êtes intéressé, vous remplissez. Ça ne veut pas dire que vous serez pris. Ça marche dans ce sens-là. Le fait que vous êtes volontaire ne veut pas dire que vous serez pris. Par contre, si vous n'êtes pas volontaire, on ne va pas venir vous chercher pour vous mettre à la formation. Ça marche dans ce sens-là.
S'il y a plus de demandes que de places dans l'hôtel, ne vous inquiétez pas, c'est une action test de deux choses l'une. Ou ça marche et il y en aura d'autres et vous serez prioritaire, ou vos camarades qui vont passer l'action estiment que ce n'est pas une bonne action, et quand on fait l'évaluation, on estime que ça ne compte, et bien voilà, ça va s'éteindre, le proto va s'éteindre, et vous n'avez rien à regretter, vous n'aurez pas perdu votre temps, puisque vous n'auriez pas essuyé les plaques. Donc je dirais que dans un cas comme dans l'autre, c'est la stratégie qu'on a à la nôtre. Voilà, hein. Il ne faut pas non plus prendre ça. Il faut s'arranger pour avoir peut-être, je ne sais pas, moi, entre 20 et 40 personnes à la conférence, pour faire un groupe test. C'est des groupes de 10, c'est ça? Voilà. Alors ça peut être... J'ai lu. Oui, hein, entre 8 et 12. Après, ce qui va varier, là, dans le projet financier, ça varie un petit peu, parce que autant tous les coûts sont communs, le seul coût qui est lié au nombre de personnes, c'est le bilan individuel, parce que c'est une demi-heure par personne. Donc ça, c'est un coût. Voilà, donc le devis est semi-affiné, et puis après, on affine en fonction du fait qu'on a 8 ou 12 personnes. Nous, entre 8 et 12, on est bien. En dessous de 8, ça manque de dynamique. Au-dessus de 12, dans une action qui est individualisée, avec correction permanente individuelle et dialogue individuel, ça devient lourd à gérer. Voilà. Donc ça, c'est le stade de la conférence. Les gens s'inscrivent. Quand on a... Alors là, vous sélectionnez. Vous êtes face à 20 inscriptions, et là, c'est là où vous dites, voilà, ben on va piocher. Dans les inscriptions, on va prendre des plus jeunes et des moins jeunes. On va prendre des gens atteints de TMS et pas atteints de TMS. On va prendre des gens de l'atelier A et de l'atelier B, du premier 8 et du deuxième 8. Voilà, vous allez vous aussi jouer en fonction de ça. Et là, effectivement, personne ne vous reprochera, dans une liste de volontaires, d'avoir formé un groupe en fonction de ce que vous connaissez. La problématique, c'est plus au niveau de l'invitation à la conférence, on va dire. Voilà, il faut bien cibler. Ah, moi, je ne peux pas en débattre à votre place. Atelier, par équipe, de petite équipe, c'est peut-être pas tout un atelier, c'est peut-être seulement une équipe. Voilà, à voir. Là, c'est vraiment, il y a une petite stratégie à avoir. Nous, l'objectif qu'on vous donne, c'est arrangez-vous pour avoir entre 20 et 40 personnes à la conférence. Ça permet ensuite... Une heure. Tant que les gens arrivent, je te laisse prendre les notes. Ah oui, tout à fait. C'est le formateur qui fait la conférence. Personne d'autre que lui ne fait la conférence. Il explique exactement ce qu'est la méthode REM, ce à quoi il s'attend et ce à quoi ils vont leur dire. C'est pas du geste et posture, c'est pas du PRAP, c'est pas de la gymnastique collective. On va tout de suite déminer le terrain. Le bilan est parfaitement confidentiel. Voilà, on va s'attaquer à vos particularités en fonction de vos postes de travail. Ensuite, l'audit. Donc, conférence, audit. Une fois qu'on sait qui va intervenir, l'audit, ça a un coût. Nous, notre coût, il est à l'heure. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de faire un audit trop long. Si on a des gens qui sont issus de 2 ateliers et de 4 postes de travail principaux, ce n'est pas la peine d'aller voir tous les postes de travail de l'entreprise. On va aller voir pour l'action test. Après, si on décide de généraliser, ce sera peut-être plus rationnel, productif et intelligent de faire une grande visite d'audit de toute l'usine. Mais pour l'instant, si on a un petit groupe de 10 personnes qui représentent 4 postes de travail dans 2 ateliers, eh bien, le kiné va aller, bloc-notes, caméra en main, voir les 4 postes de travail, pour ensuite pouvoir utiliser les photos, les vidéos et les notes lors de la formation. L'audit. Le bilan individuel, alors là c'est comme la visite médicale. La visite médicale se fait en camion ou elle se fait chez vous à un centre médical. D'accord, très bien. Donc vous nous mettrez à disposition une salle d'examen et les gens seront convoqués à 8h, 8h30, 9h, 9h30, 10h, 10h30. S'il le faut, le kiné pour des raisons de RTT, etc. ou de poste viendra en 2 fois. Il ne fera peut-être pas les 10 bilans d'un coup. Mais ça c'est vraiment quand même bien organisé. 10 minutes avant pour être sûr que ça ne tombe pas. Tout ça a un coût, donc il faut être bien organisé là-dessus. Voilà. Et une demi-heure par bilan, le kiné utilise l'outil que j'ai montré à l'instant concernant ce bilan. Et ensuite, on passe à la formation, qui se déroule en 4 demi-journées. Volontairement, c'est des séquences courtes, 4 demi-journées, espacées une semaine, 15 jours, 1 mois. S1, semaine 1, semaine 2, semaine 4, semaine 8. À peu près. Il y a une semaine à on tient compte de là. Puisque le but, c'est qu'il y a un contrat d'autonomie et que les gens doivent petit à petit revenir avec des résultats, modifier les choses, acquérir des savoir-faire, démontrer qu'ils sont capables de les faire, d'abord dans l'espace privé, puis dans l'espace professionnel, etc. etc. Voilà. Et ces 4 séquences de demi-journée, donc 4 fois 3h30. Voilà. En gros. Voilà. La formation, elle est basée sur un tout petit peu d'apport de savoir-faire, connaissance du corps, etc. Beaucoup par du vécu corporel. Et elle est essentiellement basée sur 2 outils qui sont vraiment incontournables, qui sont l'outil Memento et qui sont l'outil tableau de bord. Donc voilà, la méthode de la formation, c'est d'être capable de repérer
dans sa journée dès le bilan, puis ça se continue en formation, d'être capable de repérer ces points de tension, ces points de limitation, ces points douloureux, de faire la différence entre les différentes causes, etc., de les reporter sur une grille de couleurs, sur une grille d'indices. Enfin, c'est un process. On les rend capables de faire la maintenance préventive de leur outil. On compare ça à la maintenance préventive que ferait votre équipe maintenance ici. On n'attend pas que le roulement soit usé, on le change à 2000 heures, etc. etc. Donc ça, c'est l'outil. Et le second outil, c'est le Memento. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ils ont un Memento qui, au début, est avec des petites images comme ça, et qui, par la suite, évidemment, est personnalisé avec les photos qui ont été réalisées à la 4e séance, puisqu'à la 4e séance, on va sur les postes et on prend les opérateurs en train de faire un ou deux mouvements de leur choix, correspondant à leurs contraintes et à leur poste de travail. J'ai bien vu ça. Voilà, ça, c'est vraiment très clair par rapport à ça. Voilà. Et c'est complété par des outils de réactivation qui sont des affiches, des stickers, etc. Qui petit à petit, ils auront chacun un lot de ça. La première semaine, ils devront en mettre un chez eux dans la salle de bain. La deuxième semaine, ils la mettront sur leur vestiaire. La troisième semaine, ils mettront sur le poste de travail. La quatrième semaine, sur les panneaux d'affichage sécurité. Petit à petit, il y a une montée en charge de la responsabilisation. Et les séances commencent et se terminent par des contrats individuels. C'est-à-dire qu'effectivement, la première chose quand on est à la séance numéro 2, c'est que vous aviez chacun 4 objectifs pour les séances. Premièrement, parler à quelqu'un de votre entourage, et chacun s'exprime. Moi, j'en ai parlé à mon épouse, moi, j'en ai parlé à mon fils, moi, j'en ai parlé à mon entraîneur de football, etc. Deuxièmement, qu'avez-vous retenu une notion théorique de la dernière fois? Oui, non, c'est validé. Deuxièmement, vous aviez 2 mouvements recommandés par le kiné, ont-ils été faits? C'était le numéro 8, le numéro 9. Vous me le montrerez tout à l'heure en pratique. Et vous deviez repérer par vous-même un nouveau mouvement dans le Memento. Lequel avez-vous choisi? Le 14. Je ne commande pas, on verra tout à l'heure. Voilà. Vous deviez annoter une première fois votre tableau de bord avec un savoir-faire. Qu'avez-vous choisi? J'ai choisi le 8 en fonction de mon problème à l'espace numéro 7. Qu'en est-il résultat, etc. C'est vraiment sur du contrat d'objectif, de séance en séance, pour acquérir un savoir-faire et être autonome. Et si sur les 8 personnes, il y en a une qui adhère pas, qui dit voilà, ça ne plaît pas. On lui rappellera qu'elle a signé un contrat d'engagement, qu'elle a eu une conférence d'1 heure pour lui expliquer, que le kiné a priori est convaincant, qu'il connaît bien son boulot, qu'il y avait un petit bout de film, que c'était très clair. On lui dit c'est dommage, il y a le casting, vous mobilisez la place. Ça peut arriver. Non, avec cette précaution du volontariat, les seules fois où on a eu des gens qui ont freiné, en grattant un peu, mais en général on le sait, des bilans individuels, et à ce moment-là on réajuste auprès de vous. Si quelqu'un au bilan dit, vous savez, moi je suis volontaire sans être volontaire, c'est mon manager qui m'a dit que ce serait bien que je m'inscris. À ce moment-là, on passe un petit peu téléphone, dit, vous êtes sûr de la candidature de M. Intel, il va pas l'air plus volontaire que ça. Ou alors elle est en arrêt, ou ça. Ouais, enfin bon, si on a bien respecté le principe de la conférence, ils remplissent quand même un volontariat, ils signent, ils remettent ça à la ressource humaine. Alors, de deux choses l'une. Je veux dire, si elle est en arrêt de travail ou quelque chose comme ça, bah là, c'est les imprévus. Bon, ça, on ajustera. Ouais. On peut ajuster. Mais non, honnêtement, ça ne nous arrive pas. Voilà. C'est pour ça qu'il faut ces précautions-là. Si c'était une formation propre, on n'aurait pas besoin de toute cette usine à gaz. Enfin, les gens, on les inscrit en fonction de leur risque déterminé. Ils découvrent en cours de formation de quoi il s'agit. Là, pas du tout. C'est intime, c'est personnel. Ça passe par un bilan. Il faut s'analyser. Il faut un minimum de volontariat. Donc, c'est beaucoup basé sur le contrat d'objectif, d'où l'espacement des séances. Et petit à petit, on va du domaine privé, votre responsable humaine avait raison d'insister là-dessus, on va du domaine privé, c'est plus à l'aise au début, et petit à petit, ils mettent en scène leurs connaissances dans le domaine professionnel. Le premier groupe a plus de mérite que les autres. Au début, quand ils commencent à mettre en scène un certain mouvement comme ça, au milieu de tout, lorsqu'ils sont sur une attente d'un stock tampon, et puis quand il y a la salle de pause, ils commencent à faire des choses un peu bizarres, etc. Bon, on a des choses très peu visibles, on a des choses plus spectaculaires. Alors, par rapport au savoir-faire, je vous invite, à mon avis, plus l'infirmière, sans vouloir décider à votre place, à participer au premier groupe. Mais en jouant le jeu, c'est effectivement, pas question d'observateur, vous passerez au bilan avec le kiné. Et puis ensuite, vous ferez les mouvements. Voilà. Alors, c'est à vous de voir le genre de rapport que vous avez avec les salariés, etc. Nous, il y a des fois où ça a très bien marché, il y a des fois où tel ou tel intermédiaire a dit moi, je ne souhaite pas forcément trop. Voilà. Tout à fait. S'il y a une bonne relation comme ça, il n'y a pas de raison, les gens comprendront que l'infirmière, au contraire, est avec eux, avec le premier groupe, en tant que participant. Et ça lui permet, ça a été le cas pour Corinne, de s'identifier, de pouvoir dire écoute, voilà, est-ce qu'on a vu là, est-ce que tu fais ton mouvement, est-ce que tu as fait voilà. Parce que c'est tout aussi un respect de soi, c'est tout aussi, voilà, on passe un message qui est un message de je suis responsable un peu aussi de ma santé. Ok, il y a des conditions de travail, mais j'ai un rôle à jouer là-dedans. Voilà. 4 demi-journées, la dernière on va sur les postes, etc. Il y a un affichage, et après de la réactivation.
Alors là, il faudra qu'on en discute. En général, après le premier action test, on évalue d'abord, on voit un peu ce que ça a donné, voilà. Et après, selon l'évaluation, si on est dans la perspective de continuer, très très tôt, on met en place de la réactivation. Alors cette réactivation, ça peut être tout simplement de l'affichage avec des propositions de mouvement, etc. Principalement adressé à ceux qui ont fait la formation, mais petit à petit, le bouche à oreille fait « tu fais toi, alors montre-moi, etc. » Pourquoi pas? Je veux dire, le but, c'est pas que chaque opérateur soit un moniteur REM, mais on ne peut pas s'empêcher, et c'est très bien qu'ils véhiculent leur savoir-faire. Hein, il y a aussi une notion de j'ai acquis un savoir-faire. Il y a des entreprises où on nous demande de faire des badges REM pour mettre à côté du badge équipier incendie, équipier... pourquoi pas, hein, je veux dire, ça fait partie d'un savoir-faire. Il faut valoriser ce savoir-faire, quoi. Dans les actions de réactivation, on peut très bien mettre en place des séances de réactivation, une ou deux sur la conduite du kiné avec l'infirmière, et après, si l'infirmière se sent de taille, pas de problème, elle peut co-animer, puis ensuite valoriser les séances de réactivation. Elle ne remplacera jamais le kiné, on n'est pas inclus sur la partie diagnostic, ni sur la partie formation, c'est quand même très spécifique comme outil, mais par contre, sur la partie réactivation, entretien, remotivation au poste de travail, voilà. Et puis ça devient un outil de plus quand on passe sur les postes. Avant, on parle un petit peu poste, contrainte, etc. Et là, on peut rajouter, sans que ce soit vécu comme quelque chose de culpabilisant. Par ailleurs, tu as fait la formation REM, est-ce que sur ce poste, au niveau épaule, tu appliques le numéro 7, on l'avait vu, etc. Et il te fait du bien, voilà. Ça permet d'engager un dialogue sur, et puis sur aussi les comportements de santé, la consultation, le recours aux spécialistes extérieurs, etc. Voilà, bon, alors, donc c'est vrai que la particularité, c'est quand même un déroulé assez lent, progressif. En fait, ça s'étale sur, c'est un projet qui s'étale 3 mois, une action test. Ouais. Alors là, par rapport à notre contrainte particulière qui fait que le formateur du secteur est overbooké jusqu'en juin. Est-ce qu'ils sont bien ou... Ah ben ils ont chacun des secteurs, Auré, Lorient, Vannes, etc. Mais bon, ça mobilise vite une action comme ça. Dès qu'on en fait 2 ou 3, ils ont leur cabinet. Hein, donc, et ils ne souhaitent pas faire ça à plein temps, hein, ça c'est clair. Donc l'idée, c'est vous qui me direz, puis ça va dépendre aussi de ce que dit le comité de direction de CHSCT. L'idée, c'est de se donner le temps. Bon, je vois bien que ça va être ce mois-ci pour une première décision, ça va être ensuite une première présentation CHSCT. On peut imaginer que vous revenez en CHS avec un projet plus structuré une fois que la direction a pris sa décision. Parce qu'on peut imaginer qu'au CHSCT de... Il faut éviter que le mois d'août coupe ce genre d'action. Sauf la partie préalable. Bon, ce que j'imaginais, que je mettais dans mon mail à Ronald, c'est si on ne peut pas démarrer nous, vraiment l'action avant l'été, ce serait quand même intéressant s'il y a une annonce, et si sur le plan social et stratégique c'est important pour vous, moi ça me paraîtrait très intéressant que le kiné présente en CHSCT en avril-mai, qui est, pourquoi pas la conférence en mai, que les gens réfléchissent, s'inscrivent, qu'ils revoient le kiné passer en juin pour l'audit, et ce qu'il ne faut pas couper, c'est les bilans et la formation. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc moi, ce que je vous propose, c'est présentation avant. Voilà, la pré-production, on va dire, avant les vacances, et la post-production. Voilà. Ça serait une bonne façon de ménager la chèvre et le chou, et de quand même qu'il y ait une visibilité de l'action, que les salariés aient pas l'impression que ça reporte ça au calendrier grec, et en même temps que le gros du chantier se fasse après les vacances, là où le formateur sera plus disponible. Ça, c'est peut-être une option. Voilà, donc on va dire présentation CHSCT en avril par exemple, conférence d'information en mai, recueil des inscriptions jusqu'au 15 juin, audit fin juin, et démarrage des bilans et de la formation après les vacances. Et là on garde une unité. Hein, c'est un calendrier, hein, après, voilà, à vous de voir. Sinon, si c'est pas ce calendrier-là, et s'il fallait vraiment pour des raisons stratégiques faire avant, eh bien on ferait venir quelqu'un de plus loin, ça veut dire qu'il y aurait une incidence sur le coup, il faudrait regrouper les séances, etc. Voilà. Nous c'est possible, mais bon après il faut qu'on se réorganise. Puis je trouve que c'est bien d'avoir un formateur local, parce qu'après, si vraiment ça se développe et qu'une confiance s'installe, pour un tas de petits consultings, voilà. Et puis vous ne savez pas ce que demain ce sera, peut-être ce sera quelqu'un qui vous conseillera aussi sur un certain nombre de postes, etc. Voilà, donc ça pourrait être intéressant d'avoir quelqu'un qui n'est pas loin, qui est... Voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Voilà, moi sur la présentation, donc on n'a pas revu le film, vous le connaissez, vous ne l'avez peut-être pas vu par contre, vous, si vous l'avez vu. Oui, c'est vrai, ma vidéo. Voilà, donc le reste... J'ai connu Corinne. On a fait une formation ensemble, on a eu la crâne, la mise en place d'une démarche ergonomique. Voilà, d'accord. Ça date, hein, c'était en 2006, je crois. C'est pas si vieux que ça quand même. Donc voilà, donc là du coup vous l'avez reconnu. Sa coupe de cheveux n'avait pas changé à ce point, vous l'avez reconnu. Voilà, moi c'est ma présentation. Le contexte, je pense l'avoir survolé, puis le formateur le taillera. Vous, vos questions là-dessus? Parce qu'en complément d'information, calendrier... Je suis assez séduit par la démarche. Elle est cadrée, hein, elle est brevetée. Hein, donc son inventeur s'appelle Bruno Gavinier. C'est un gars qui est un ancien directeur d'école de voile, chercheur tous azimuts, en train de faire un tour du monde à la voile. C'est quelqu'un d'assez exceptionnel et qui a des idées très claires.
et qui a testé tout ça et qui a fini par faire un format. Alors c'est à la fois souple, on est capable de s'adapter, mais il y a des passages obligés qui sont incontournables. On n'acceptera jamais de faire cette méthode sans conférence d'information. Une fois qu'on est formé, que la personne est formée à la méthode REM, il y a une réactivation, mais il n'y a pas de, on va dire, de recyclage, il nous arrive avec certains clients de mettre en place de vrais recyclages d'une demi-journée. Parce qu'il y a cette demande, vous verrez les opérateurs. Les séances de réactivation sont demandées. Moi, tout seul, il y a des trucs que j'y arrive pas. J'aimerais bien qu'on se prenne une heure pour revoir ça, le faire ensemble, que vous soyez là, qu'on puisse... Voilà, ils ont besoin d'être remotivés et réactivés. Après, le recyclage, une fois qu'on a passé un certain nombre, ça peut être intéressant. Et puis amener une thématique supplémentaire sur le recyclage. Revoir par exemple les questions de respiration, les questions de nutrition, les questions de... Voilà, on peut déborder un peu là-dessus aussi. Puis ça peut être vous qui vous en emparez à ce moment-là, Mais ça reste dans l'esprit REM, sous ces mots de respiration, ressenti, étirement, mobilité, c'est pas que des mots kinés, Sur le ressenti, il y a des choses qui vont très loin, Le ressenti, c'est pas simplement le ressenti musculaire, Les gens acquièrent des savoir-faire de ressenti qui vont leur permettre de mieux guider, par exemple, la réflexion sur certains postes. Dans les évaluations surprenantes qu'on a eues, dans certaines entreprises, notamment du groupe Inoplast Plasticomium, c'est des gens formés REM deviennent plus moteurs dans les démarches de suggestion. Au nombre de petits papiers mis dans la boîte à idées, on s'aperçoit quand on fait des filages de tout ça, que c'est des gens qui sont plus moteurs. C'est-à-dire que c'est pas simplement dans leur comportement locomoteur qu'ils ont changé, c'est leur façon d'appréhender la santé, d'appréhender la participation. Donc c'est une formation comportementale. Donc elle amène des outils qui ne sont pas liés uniquement au TMS, elle amène des outils qui vont leur permettre d'être des acteurs peut-être moins passifs, plus participatifs, dans des domaines que sont la démarche qualité, la démarche sociale, etc. Voilà. On a observé des choses comme ça. Pour nous, c'est visible, c'est palpable de séance en séance. Quand vous citez les gens qui ne sont pas toujours convaincus, on a des gens qui s'inscrivent, et qui, par exemple, ont une casquette syndicale ou autre, et dont on sait très bien qu'ils ne sont pas forcément hyper emballés par la méthode, mais c'est respectable. Par conscience professionnelle syndicale, ils veulent tester, avant de savoir s'ils doivent dire à leurs camarades qu'il faut y aller ou pas. Voilà, et bien ces gens-là sont parfois très questionnants, dubitatifs les premières séances. Et puis si on accepte d'eux qui jouent le jeu, on dit ok, ça c'est des questions intellectuelles, maintenant vis-le dans ton corps et fais avec nous. Et puis tu fais ton contrat comme tout le monde. Ok, j'ai bien compris que tu es observateur aussi à titre, pas simplement d'opérateur, et ça ne me choque pas. Je trouve ça très bien que tu aies le souci de... Parce que c'est une démarche assez innovante. Oui, c'est ça. Et bien ces gens-là, on les voit évoluer de séance en séance. Et c'est ce qui nous montre que ça n'agit pas que sur des aspects TMS. Ça agit sur des aspects comportementaux. Cette notion de contrat est importante. Ça peut être un moteur aussi de dire, voilà, nous, on a la méthode REM, mais s'il faut continuer pour améliorer mon poste. Oui, c'est d'en faire aussi des gens qui sont capables d'avoir des propositions constructives qui sont pas simplement peut-être dans la communication ou dans les aspects négatifs, mais qui ont une façon de voir les choses différentes. Dans les séquences, il y a une petite partie qui est constituée d'un dialogue autour, c'est pas une formation PRAP, mais il y a une partie qui est constituée d'un dialogue autour des postes. Et là, c'est pareil, on applique la même méthode, c'est-à-dire qu'il y a un secrétaire de séance, on n'invoque que les postes, et il n'y a pas de on. Oui, mais sur ce poste-là, tu y travailles personnellement? Non. Ah, ok, on va laisser de côté pour l'instant. Par contre, celui-là, je crois que tu interviens. Oui, ok, je t'écoute. Quelles sont les contraintes? Dans le vécu, c'est quoi? C'est l'épaule, c'est le dos, etc. Oui, oui, mais ça fait longtemps qu'on a dit. Selon toi, qu'est-ce qui permettrait d'améliorer ce poste? Là, dans l'instant, qu'est-ce qui te vient? Est-ce qu'il y aurait une suggestion, deux suggestions qui pourraient s'ajouter à tout ce qui a déjà été fait peut-être? Comment tu le verbaliserais? Voilà, ça c'est plutôt dans ce genre-là. On ne refuse pas de parler des conditions de travail ou des postes, à condition que ce soit une démarche personnelle, à partir du ressenti, dans la mobilité. Pour nous, la mobilité, c'est pas mobilité articulaire uniquement, c'est je me bouge, quoi. Voilà, comment je bouge par rapport à ça. Comment je suis acteur. Ces deux mots-là sont des mots clairement qui désignent le corps. Ces deux-là, on leur explique bien que c'est des mots qui ne désignent pas le corps. C'est mon ressenti, ça veut dire être attentif à ce qui se passe, être observateur, et c'est comment je bouge dans mon espace, dans ma vie professionnelle, dans ma vie, voilà, c'est ça. C'est une méthode en miroir. J'aurais une dernière question par rapport. Après, une fois que le groupe teste si ça marche, les autres groupes, c'est aussi 8 à 12 personnes. Oui, exactement. On reste là-dedans. Après, en général, ce qu'on fait, quand vraiment ça plaît bien, puis qu'on sent qu'on va partir, on fait à ce moment-là peut-être une visite globale de l'usine pour pouvoir faire des petits boulots d'audit à tout moment. Donc le kiné passe partout avec sa caméra, il voit les postes principaux, pour avoir dans son ordinateur toujours les photos, les vidéos, puisqu'après on adapte. Le but, c'est pas de faire une étude sur un atelier, c'est déjà toujours on recentre sur l'individu. C'est vraiment une méthode sur l'individu. Voilà. C'est arrivé que, par exemple, dans certaines industries, vous avez fait l'ensemble des opérateurs? Non. Non, je pense que les usines où il y a eu plus de monde formé, ça doit être Sopiquet Quimper, parce que ça fait 6 ans, c'est la première, et je pense qu'ils ont à peu près 60% des gens qui sont passés.
Par contre, ils sont en train de mettre en place des réactivations, des groupes d'échange, toujours sur la méthode REM. Hein. Ils ont fait des compléments d'informations sur telle ou telle thématique, etc. Ils ont débordé sur des notions de gestion du stress. Voilà, voilà ça s'est enrichi, quoi. Ça s'est enrichi, quoi. Exactement. Des choses qu'on n'attendait pas forcément comme demande. Voilà. Et également la notion de référent. Donc, parmi les gens formés, le kiné a été invité à repérer des gens qui ont une formation complémentaire dans le but de pouvoir faire vivre la méthode, conseiller les gens sur leur poste de travail, animer des petits Parmi les opérateurs. Parmi les opérateurs. Et le critère, c'est pas forcément qu'ils soient agents de maîtrise ou qu'ils soient déjà correspondants sécurité dans l'atelier. C'est quelqu'un qui adhère bien à la méthode. Tout à fait. Et qui corporellement, visiblement, piche bien les choses, etc. Quoi. Voilà. Alors, c'est un dialogue. Nous, on suggère. On dit, voilà, nous, dans ce qu'on a passé, un tel et un tel, ce serait bien. Après, la direction peut dire, un tel non, pour telle et telle raison, mais par contre, un tel oui. Voilà, d'accord, hein, ça, c'est un dialogue. Nous, on propose, et la direction dispose. Voilà, c'est comme ça que ça peut se passer. Voilà. Mais non, jamais 100%. Ça se voit bien dans les conférences. Ouais. On a des gens qui nous disent, moi je comprends bien ce que vous dites, on a souvent notamment des gens qui sont très attentifs à leur corps, qui font tai chi, vélo, etc. Et qui nous disent, mais tout ce que vous dites là, et pour nous ils sont des aides dans la conférence. Ils nous disent, ouais, moi ça me parle beaucoup ce que vous dites là. C'est exactement ce que je fais quand je fais des vélos. Je m'écoute beaucoup, moi je regarde à quel moment je flanche, à quel moment je m'hydrate, à quel moment j'accélère, etc. Il y a des gens qui connaissent déjà ça. Alors du coup, pour nous, c'est bien parce qu'ils nous disent que ça marche et qu'ils l'ont fait dans un autre domaine, quoi. Mais ils ne vont pas s'inscrire, ils ont l'impression, et ils n'ont pas l'impression, ils connaissent déjà beaucoup de choses. Il y a des gens qui sont experts de leur santé, hein, qui ne font pas de bruit en général, mais que vous voyez jamais en accident de travail, ni en quoi que ce soit. Et voilà, c'est cette notion d'expertise des pairs, hein, je crois. C'est beaucoup intéressé à détailler l'expérience. On va dire leur corps à côté. À côté, hein, voilà, qui le confie de temps en temps au médecin au kiné, à l'infirmière, mais qui s'en occupe surtout pas, quoi, à titre personnel, quoi. Et là, c'est difficile. Je pense pas que c'est des gens qui font ça, quoi. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Ça peut éveiller. Ça peut éveiller les choses. Ouais, ça dépend. Je pense qu'il y a des gens qui ont vu les limites de cette politique personnelle et qui, à l'occasion d'un pépin de santé ou autre, se disent, ouais, je me suis peut-être pas vraiment intéressé à moi, quoi. Ok. Bon. Si on a fait un petit peu le tour de la situation, je pense qu'on peut passer à la pratique maintenant. Donc je vais renvoyer ça peut-être un tout petit peu affiné. Hein, mais effectivement, il n'y aura pas de grand changement. Parce que, voilà, je pense que c'est ok sur le quantitatif. Moi j'étais parti sur une présentation chassée d'une heure, une conférence d'une heure également. Un audit de 4 heures, parce que je pense qu'honnêtement, si on a un groupe de 10, on aura à peu près 5-6 postes concernés. Si on veut que le kiné étant vraiment regarder les postes, d'interroger les gars, de faire des films et des photos comme ça. Hein. Et puis après, le bilan, je suis parti sur un groupe de 10 personnes, donc 5 heures. Et la formation, 14 heures. Voilà. Puis après, les kits. Voilà. Et c'est vrai que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, oui, voilà, si on peut éviter de bon, c'est pas l'essentiel des frais, mais qui viennent en complément. Qui viennent en complément, donc si on peut limiter un petit peu là-dessus, c'est bien. Et puis, j'ai vu après les kits. Vous avez pas quelqu'un de plus mini? Non, pas exagéré. Auré, c'est pas mal. C'est pas mal. On a une intervenante de Pléinier, mais elle ne fait pas du tout de santé au travail. Vous la connaissez peut-être, elle s'appelle Tibish Toussélin. C'est une jeune qui est super. Elle fait de la prévention des chutes chez les personnes âgées pour notre compte. C'est une fille super, mais elle ne fait pas d'entreprise. Voilà, et puis après il y a les kits qui sont, alors c'est pas nous qui les vendons, il faut les commander à la société AODP, donc c'est elle qui vend les kits, donc une fois que c'est fait, on achète le nombre de kits qui correspondent, on achète chaque stagiaire en fait un kit. Alors il y a une évaluation que vous pourrez utiliser, qui est pas mal fichue, qui permet vraiment à distance, au bout de 3 à 6 mois, pour voir un peu ce qu'il en est resté aussi à la mise en pratique personnelle. Donc on a vraiment, comme toute la méthode est vraiment bien chiadée, on a aussi bien chiadé l'évaluation. Voilà, pour vraiment voir ce que les gens mettent en pratique, comment, pourquoi, etc. Les affiches de réactivation qui peuvent être des affiches qui concernent aussi bien certains postes, on va donner du conseil poste par poste, ou qui peuvent être globales. Ici c'est un truc genre d'affiche qui va très bien dans la salle de repos, pause café, pause santé, est-ce que vous en profitez pour faire un petit truc. Voilà la convocation à une séance de réactivation, ici on pratiquait un peu, voilà, donc sur les récentes qu'on a fait avec Corinne, c'est carrément la photo de Corinne qui figure ici, ça c'est le mémato, vous l'avez vu, ça c'est le planning des 4 séances, je l'avais mis dans le kit, on pourra le reprendre, ça c'est le bilan, ça c'est le petit dépliant qu'on remet à la fin de la conférence, voilà, précisément, voilà, si je m'inscris à une formation, au cas où je n'ai pas bien écouté, voilà ce que c'est. Ça, c'est le formulaire d'inscription, c'est rituel, signature, voilà. Et ça fait partie du dossier, il y a un dossier qui suit le stagiaire, et on vérifie qu'il a fait son inscription auprès de son manager ou des ressources humaines, quoi. Voilà.
Et puis on doit en arriver au kit. Voilà encore une affiche. C'est une affiche de convocation à la conférence ou à la information. Ça, c'est le support diaporama qui sert principalement pour la conférence. On ne s'en sert plus après. Ça, après, c'est le descriptif qui correspond au devis. Voilà. Ça, c'est nos références. Ça, c'est les articles qu'on a eu. Vous en avez vu un autre. Hein. Ça, c'est nos références donc, voilà, qui montrent qu'il y a maintenant quand même un peu plus de 90 formations qui ont été faites. Donc, il y a du recul. Quoi. Il y a 6 ans, on avait 5 expériences à citer. Maintenant, ça commence à être un peu plus important. Voilà, et le kit c'est ceci. Voilà, donc les gens ont chacun un memento, un bilan, 2 petits stickers, 2 moyens, 2 grands. Voilà. Ce qui fait que petit à petit, ils se mettent à patcher un peu leur environnement avec des... Ça a un petit peu évolué. Ils patchent leur environnement avec des supports. Puis après, ça peut mettre des grands supports qu'on met dans les espaces d'affichage, etc. Donc en termes de support, nous on soutient, on envoie les fichiers, vous imprimez en interne éventuellement. Nous, tout ça c'est pour les stagiaires, hein, ils ont vraiment des choses de qualité. Mais après, vous, pour l'affichage, nous on produit chez nous, on a des affiches types. Vous connaissez un peu PowerPoint les uns les autres, donc voilà, et puis vous aménagez les choses, vous mettez les bons messages. Moi je sais que là où on a les référents, les 2 premières affiches ou 3, on travaille ensemble. Et puis après, c'est le référent interne qui prend la main. Quoi. Et puis c'est lui qui tiens, oh, il y a une formation, je commence à faire de l'affichage, il y a une conférence, je fais de l'affichage, il y a une séance de réactivation, je préviens. Voilà. Et après, c'est au référent REM de vraiment communiquer autour de la méthode et que ce soit sa méthode, qu'il en soit responsable. D'accord. Voilà. Très bien, merci. C'est un peu plus long que prévu, mais bon, ça nous a permis de faire le tour. Puis bon, c'était bien que votre responsable soit là. Oui, je voulais qu'on ait pu répondre à son attente de visite d'usine ici. Ok. Et avant de partir sur Saint-Brieuc. Oui, tout à fait. Moi, je ne me déplace pas souvent. Là, c'était vraiment l'occasion qui faisait le larron. Bah, oui. J'avais vu avec Ronald, il se trouvait que j'avais une réunion ce matin à la caisse, cet après-midi au conseil général. Voilà. Je me suis dit, ok, on y va. Le formateur n'était pas disponible, mais bon, ça fait au moins un premier contact. Optimiser le déplacement. Exactement. Voilà. Vous accepteriez de donner ça à votre responsable du personnel ou vous avez un responsable sécurité? Bah oui, c'est le chef de la maintenance, il est aussi responsable sécurité, il a une double casquette. Donnez-lui ça. Et puis vous avez une responsable formation? Oh ben non, c'est l'assistant du directeur qui fait ça, hein. C'est elle qui fait le point de formation. Donnez ça à l'assistant du directeur. Voilà. Vous avez un délégué au CHSCT? Non, j'ai pas. Combien de salariés? 38. Forcément, on n'en avait pas. Voilà, hein. Donc à vous de voir quels sont dans votre clientèle les gens qui pourraient faire passer le message. C'est une bonne façon de faire. Il y a aussi des formations pour justement les CHSCT. Donc c'est peut-être intéressant de les contacter aussi. Des organismes de formation, de